bonjour à tous, à tous les participants. Je vois que vous êtes assez nombreux, 84. Merci, ça fait plaisir. Grâce à ce bel outil que Jardino vous a offert, donc du calendrier qui présente les périodes racines, feuilles, fleurs, fruits et d'autres choses que je vais expliciter maintenant. Moi, je suis salarié d'une association qui s'appelle le Mouvement à lecture biodynamique. C'est une association qui est basée à Colmar, qui a pour objectif donc la promotion du jardinage et de l'agriculture en biodynamie. Donc, le sujet de la conférence, c'est pas la biodynamie, c'est le sujet précis des rythmes cosmiques et de leur influence sur les plantes cultivées au jardin. Le Mouvement à lecture biodynamique, c'est une association qui fédère des associations régionales. Donc, dans toutes les régions de France, on a des associations fédérées qui organisent des activités sur le territoire, comme on dit. Et voilà nos principales ressources, puisqu'on est une association quand même avec 13 salariés, mais qui ne reçoit pas d'argent public. Du coup, nos principales ressources, c'est l'édition, donc notamment avec ce calendrier biodynamique, duquel est tiré les informations que vous avez reçues de la part de Jardino. La formation, donc on organise des formations partout en France. Et on diffuse les produits spécifiques à la lecture biodynamique, qu'on appelle les préparations biodynamiques, et des plantes sèches pour faire du soin des plantes par les plantes. Voilà, écoutez, je vais commencer maintenant la conférence en tant que telle. Alors Gauthier, Oui. tu es présentateur, donc normalement tu peux partager ton écran avec nous. Tout à fait. Alors, du coup, je ne suis pas sur mon appareil habituel, donc dites-moi si ça fonctionne bien. Voilà, donc vous voyez la première... On voit bien la première page, oui. Donc voilà le sujet de la conférence. Je vais commencer par vous parler de l'observation du ciel, parce que c'est vraiment là-dessus que se base notre calendrier biodynamique et les connaissances anciennes, disons, qui permettent de fonder les données racines, feuilles, fleurs, fruits, ont été tirées par les civilisations antiques d'une observation directe du ciel. Donc on va s'imaginer regarder le ciel ce soir. Donc ça, c'est le calendrier, évidemment, comme vous l'avez reçu. Et donc, durant la conférence, je vais développer tous les points là qui sont précisés. Donc, là, est-ce que c'est la lune descendante, est-ce que c'est la lune montante, ce que sont les périodes défavorables, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les éclipses de lune ou de soleil, et puis les jours, racines, feuilles, fleurs, fruits. Donc, tout ça, je vais l'expliciter. Et comme je viens de le dire, donc, je vais commencer par un petit peu d'observation du ciel. Si on regarde le ciel tout à l'heure, après la conférence, à 19h30, en tout cas si il y a beau temps chez vous, vous regardez vers l'ouest, vous regardez vers l'ouest et vous remarquerez deux planètes, Vénus et Mercure, qui sont en train de suivre le Soleil et de se coucher sur l'ouest. Donc on a encore à la clarté du jour, puisque le Soleil se couche à peine, et puis deux planètes qui se trouvent devant la constellation des Poissons et qui vont suivre le Soleil. Un petit peu plus haut dans le ciel, vous avez Jupiter, là, tout en haut, qui se trouve devant la constellation des Taureaux. Du Taureau, précisément. Donc, si on regarde de l'autre côté, à l'est, on va voir la Lune qui s'est levée il y a quelques temps et qui, elle, se trouve devant la constellation du Lion. Et un peu plus haut dans le ciel, en regardant plus vers le sud, il y a Mars devant la constellation des Gémeaux. Un petit peu plus tard dans le ciel, un peu plus tard dans la nuit, si on regarde vers l'ouest, vous remarquez que Vénus et Mercure se sont couchés, on ne les voit plus. Jupiter est toujours devant la constellation des Taureaux, évidemment. Et cette constellation est descendue sur l'horizon vers l'ouest, puisqu'elle va, dans quelques heures, se coucher également. Et Mars, qui est dans la constellation des Gémeaux, là-haut, il est toujours dans la constellation des Gémeaux, mais la constellation des Gémeaux s'est rapprochée de l'horizon à l'ouest.
si on regarde donc un petit peu plus tard à 23h30 vers le sud, on voit que la Lune, elle est toujours devant la constellation du Lion et elle est montée dans le ciel. Et dans 3 jours, si on regarde le ciel, on verra que la Lune, elle n'est plus dans le Lion, mais elle est passée devant la Vierge. Donc la Lune s'est déplacée en l'espace de quelques jours devant le fond des étoiles, ce qu'on appelle les étoiles fixes, par rapport aux planètes qui, elles, donc, se déplacent en fait devant le fond des étoiles fixes et notamment devant le fond des constellations du zodiaque. Donc là, je triche un peu grâce à ce logiciel. On regarde le 11 juillet en plein jour, mais on peut quand même, grâce à ce logiciel Stellarium, faire comme s'il faisait nuit. Donc là, on voit que le Soleil est devant les Gémeaux. Mais s'il faisait nuit à ce moment-là, on pourrait aussi voir Jupiter devant les Gémeaux et Vénus devant le Taureau. Et là-haut, Mars... pardon. Ah, excusez-moi. Et là-haut... Mercure, merci, c'est caché sur mon écran. Mercure. Devant le Cancer. Devant le Cancer, merci beaucoup. Donc ça, ce serait à comparer donc, à la première image, qui était celle-ci. Voilà. Donc vous voyez les Jupiter qui était devant le Taureau, elle s'est déplacée devant les Gémeaux. Donc en fait, au cours d'une nuit, tout le ciel va d'est en ouest, les étoiles se lèvent à l'est, se couchent à l'ouest, comme le Soleil au cours d'une journée. Mais au cours des jours et des mois, toutes les planètes, elles vont en fait dans l'autre sens. Elles se déplacent d'ouest en est et elles circulent devant les constellations du zodiaque. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette première partie. Là, c'est une autre illustration qui montre ça. En fait, les constellations du zodiaque, elles ont été définies il y a au moins 4000 ans par les savants de la Babylone antique, parce que, en fait, elles montrent le passage de la Lune, du Soleil et de toutes les planètes du système solaire. Donc, on peut voir à l'œil nu depuis la Terre la Lune, évidemment, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc ça, c'est les 6 planètes qu'on peut voir à l'œil nu depuis la Terre et que toutes les civilisations ont observées depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, on connaît bien sûr les planètes suivantes qu'on peut observer avec des télescopes, mais celles-là aussi circulent devant les constellations du zodiaque. Donc voilà, dans le ciel, il y a une petite bande assez étroite qui fait une quinzaine de degrés de largeur, qui est marquée par les constellations du zodiaque et qui définit le passage de la Lune, du Soleil et de toutes les planètes du système solaire. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc, tout ce que je vais vous présenter maintenant, c'est surtout basé sur des expérimentations qui ont été menées par une certaine Maria Thun, qui est une paysanne chercheuse allemande, qui est décédée déjà il y a quelques années, et qui, pendant toutes les années 70-80, et même depuis entre le milieu des années 60 et le milieu des années 80, a fait vraiment une série d'expériences très, très longues en faisant des semis régulièrement, tous les jours, et en observant la différence de morphologie des plantes en fonction des jours de semis. Ça a été ça, un des gros travaux de Maria Thun. Et elle a réussi ou elle a découvert en fait que la morphologie des plantes a un lien avec la position de la Lune en particulier devant les constellations du zodiaque. Donc depuis l'Antiquité grecque au moins, les constellations sont mises en lien avec des éléments. Donc les éléments, c'est la grande base de la science, entre guillemets, de la Grèce antique. Je ne vous lis pas ce petit texte d'Aristote, mais il décrit un peu d'où viennent cette idée des éléments. Et par leur perception qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, on a même du mal à savoir
d'où venaient ces intuitions pour les civilisations anciennes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mis en relation des groupes de 3 constellations avec les différents éléments, comme montré dans ce tableau. Donc pour eux, l'élément Terre est en lien avec la constellation du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. L'élément R est en lien avec la constellation du Gémeaux, de la Balance, du Verseau. L'élément O est en lien avec les Poissons, le Cancer et le Scorpion. Et l'élément Feu est en lien avec le Bélier, avec le Lion et avec le Sagittaire. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est notre base de réflexion. Et ensuite, de façon assez intuitive, je dirais, assez directe, on peut, dans la plante, trouver des liens également. Hein. C'est une pensée assez analogique. Hein. On recherche des choses qui se ressemblent dans différents domaines de la nature. Donc dans la plante, on peut facilement la diviser en 4 organes qui sont eux-mêmes en lien avec chacun des éléments. L'élément R s'exprime le mieux dans la fleur, hein. Tout ce qui est fin, subtil, évanescent, l'air qui transporte les odeurs, qui par sa transparence nous permet de voir les couleurs de la fleur, etc. C'est vraiment l'élément R qui est le plus en lien avec la fleur, ou la partie fleur qui est le plus en lien avec l'élément R. Et donc avec les 3 constellations que j'ai nommées avant, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc un lien entre l'élément R, la fleur et ces 3 constellations. L'élément Feu, lui, il est le plus en lien avec la partie fruit de la plante. Hein. Il faut effectivement la chaleur de l'été pour faire mûrir les fruits. Et il y a aussi ce côté régénérateur des fruits, hein, qui porte en eux la graine. Donc, comme le feu, lui aussi, est destructeur d'un côté, mais régénérateur d'un autre côté. Il y a beaucoup d'endroits d'écosystèmes, on pourrait dire, où on a besoin d'un feu de brousse ou d'un feu de forêt de temps en temps pour régénérer et faire repousser les plantes. Donc l'élément feu en lien avec le fruit et la graine et les 3 constellations Bélier, Lion, Sagittaire. L'élément eau, lui, il s'exprime dans tout ce qui est mobile, qui change facilement de forme, d'état, qui se métamorphose. Et chez la plante, c'est vraiment la feuille qui correspond le mieux à cet élément. C'est dans la feuille qu'il y a le plus d'eau déjà. Et puis, on voit comment les formes des feuilles évoluent au cours de la vie de la plante. Ça se transforme, ça se métamorphose, ça fait tout le temps des surfaces planes. Donc, vraiment en lien avec l'élément eau. Donc l'élément eau, la feuille et les 3 constellations du Poisson, du Cancer et du Scorpion. Et puis finalement, l'élément terre, évidemment, s'exprime le plus dans la racine qui pousse sous terre, mais qui est aussi la partie la plus dure, la plus figée, la plus refermée, on pourrait dire, de la plante. Donc lien entre l'élément terre, la racine, et puis les 3 constellations du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Donc ensuite, les choses sont assez faciles à comprendre. Hein. On peut se dire que toutes les plantes cultivées, toutes les plantes qui nous intéressent au jardin, elles vont fructifier, entre guillemets, dans un des 4 éléments. Donc fructifier, ça veut dire, en fait, dans ce sens-là, former l'organe qu'on va récolter et qu'on va consommer. Donc, si vous imaginez, hein, toutes les plantes que vous mettez au jardin, soit vous allez consommer les feuilles, on pense bien sûr aux choux, aux épinards, aux salades, aux poireaux, au persil ou aux autres herbes aromatiques et condimentaires, les blettes, les bêtes, je crois qu'on peut dire les deux, etc. Toutes ces plantes dont on mange les feuilles, en fait, on considère qu'elles vont fructifier dans la feuille. Toutes les plantes dont on mange les fruits, donc on pense bien sûr aux arbres fruitiers, mais aussi à tous les légumes d'été, surtout du jardin, hein, toutes les solanacées, les tomates, les aubergines, les poivrons, par exemple, les concombres aussi, les pois, les petits pois, les courges. Voilà, toutes les plantes dont on va vraiment manger les fruits sont considérées comme des plantes fruits. Et puis toutes les plantes dont on va manger les parties souterraines,
même si ce ne sont pas des racines à proprement parler d'un point de vue botanique, mais toutes les plantes dont on va manger les parties souterraines, on considère qu'elles vont fructifier dans leurs racines. Donc là, je cite l'ail, la betterave, les carottes, les oignons, les navets, les pommes de terre, etc., etc. Toutes les plantes, on pourrait rajouter le réfort, hein, toutes les plantes dont on va manger la racine sont considérées, enfin la partie souterraine, sont considérées comme des plantes racines. Et puis finalement, les fleurs, c'est intéressant pour semer des fleurs, avoir des fleurs qui vont durer plus longtemps au jardin, qui vont produire plus de pollen, plus de nectar pour les insectes pollinisateurs, qui nous permettront aussi de faire des bouquets qui auront un bel éclat et qui se conserveront longtemps. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi cette catégorie fleurs. Selon les essais de Maria Thun, toujours, hein, le brocoli et le fenouil, en tout cas les variétés traditionnelles de brocoli et des fenouils, répondent bien aussi aux périodes fleurs. Donc ensuite, la base du calendrier, donc c'est période racines, feuilles, fleurs, fruits. C'est très facile à comprendre en fait. Lorsque la Lune fait le tour de la Terre, elle va passer devant chacune des constellations du zodiaque, donc en à peu près un mois, hein, le temps, les 27 jours et demi que la Lune prend pour faire le tour de la Terre. Durant ces 27 jours et demi, elle va passer devant les 12 constellations du zodiaque, et donc la Lune, elle est considérée comme un réflecteur, si on veut, ou un augmentateur de la force de la constellation devant laquelle elle se trouve. Donc quand la Lune est devant, par exemple, le Taureau, ici, le Taureau, c'est une constellation de terre, donc liée à la racine, et lorsque la Lune se trouve devant cette constellation-là, on aura sur Terre des périodes favorables plutôt au développement des racines par la plante. Donc en fait, il faut bien comprendre aussi que c'est toute action du jardinier qui va rendre la plante plus sensible à l'influence cosmique du jour. Il faut perturber un peu les choses, semer un petit chaos autour des plantes pour qu'elles deviennent plus sensibles à l'influence cosmique. Donc effectivement, le jour du semis est très important, hein, puisque c'est là où la graine elle va rencontrer le sol, se gorger d'eau, etc. Donc le jour du semis est très important. Mais ensuite, quand on va venir buter, biner, tailler, ou toutes les actions récoltées aussi, hein, bien sûr, toutes les actions qu'on fait autour de la plante, va renforcer l'impulsion cosmique du jour. Donc l'idée, c'est de choisir les bonnes périodes pour faire toutes les actions autour d'une plante. On peut prendre l'exemple, là, sur le calendrier Jardinot, de la carotte. Pour semer les carottes, au mois d'avril, hein, par exemple, mieux vaudra utiliser des moments, des périodes racines. Ça veut dire des moments où la Lune se trouvera devant des constellations liées à l'élément terre lumière. Donc on en a plusieurs en avril. On a par exemple le 1er à partir de 13h, puis le 2 et le 3, puis ensuite du 11 au 14 à 13h, et puis le 20 et le 22, et puis le 29 et le 30. Voilà. Donc, si vous voulez semer des carottes ou semer des navets au mois d'avril, ou replanter par exemple des... Là, ça me vient plus. Semer des radis aussi, par exemple, etc. Tout ce qui se fait, tout ce qui doit favoriser la production de parties souterraines. On peut déjà planter, pourquoi pas planter des patates aussi, hein, au mois d'avril dans certaines régions. Donc tout ça, on va le faire plutôt en période racine. Si vous voulez semer des salades, il faudra plutôt utiliser une période feuille. Si vous voulez semer des fleurs pour embellir le jardin, plutôt des périodes fleurs. Et puis, si vous voulez, par exemple, replanter les tomates au jardin, mieux vaudra utiliser une période fruit. Ou si vous voulez semer des courges, mieux vaudra utiliser une période fruit. Donc c'est vraiment assez directement
perceptible. Enfin, c'est directement compréhensible, hein, cette succession des jours racine, feuille, fleur, fruit. C'est pour ça qu'on a toujours cette succession-là, racine, fleur, feuille, fruit, racine, fleur, feuille, fruit. Voilà, ce que je peux préciser aussi ici, c'est que ça fait penser à l'astrologie, évidemment, tout ce que je vous raconte, mais dans l'astrologie, pour calculer votre signe du zodiaque, le ciel, il est artificiellement, enfin les constellations du zodiaque, elles sont artificiellement découpées en 12 constellations de 30 degrés chacune. Donc en fait, c'est assez différent du ciel actuel, et nous, on se base, comme je vous disais, sur l'observation et vraiment la taille des constellations à l'heure actuelle. Donc c'est des données plus scientifiques, entre guillemets, que les données qui sont utilisées pour l'astrologie, pour faire le thème astral. Alors, quelques autres exemples de comment on peut utiliser les rythmes lunaires au jardin. Donc, ce qu'on appelle le soleil montant ou descendant, ou le soleil tropique. Donc, je commence avec ça parce que tout le monde connaît ça, hein. On voit bien que en hiver, le soleil se lève au sud-est, passe par un point plus haut dans le ciel au sud, et puis se couche au sud-ouest. En ce moment, autour de l'équinoxe, que ce soit au printemps, de l'équinoxe de printemps ou de l'équinoxe d'automne, le soleil se lève plein ouest, il passe aussi par un point au sud, et il va se coucher plein ouest. Il se lève plein est, je crois que ma langue a fourché, et il se couche plein ouest. En plein été, le soleil il va se lever au nord-est, passer aussi par un point, son point le plus élevé au sud, et se coucher au nord-ouest. Et donc vous voyez bien qu'en été, il a un beaucoup plus long trajet à faire, et donc ça prend plus de temps. Ça, c'est lié à la rotation de la Terre sur elle-même. Sur cette illustration-là, vous voyez donc en haut à droite, vous voyez également que tout ça, c'est lié aux constellations du zodiaque. Quand le Soleil circule entre le Sagittaire, en passant par le Capricorne, le Verseau, etc., jusqu'au Gémeaux, le Soleil est montant. Et lorsqu'il circule des Gémeaux jusqu'au Scorpion, le Soleil est descendant. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le solstice d'hiver a lieu lorsque le Soleil est devant le Sagittaire, là en bas. Le solstice d'été a lieu lorsque le Soleil est devant les Gémeaux, là en haut. Voilà, l'illustration en bas, c'est la même chose. Donc ce rythme annuel du Soleil, évidemment, tous les jardiniers, tous les agriculteurs et tous les gens qui travaillent avec la nature l'utilisent, hein, c'est celui qui fait les saisons, etc. Donc voilà, le Soleil, c'est le grand chef d'orchestre de notre système solaire. Évidemment, c'est celui qui a le plus d'importance. Donc ça, on l'utilise de façon inconsciente, mais on l'utilise bien. Ce qu'on peut se dire, c'est que chaque jour, le Soleil va reproduire ce qu'il fait lors d'une année. On pourrait dire que chaque matin, c'est comme un petit printemps et que chaque après-midi, c'est comme un petit automne. Que chaque matin, on a un grand mouvement d'expiration. Toutes les énergies sont tirées vers le Soleil à l'extérieur, du sol vers l'atmosphère, et à l'inverse, le soir, toutes les énergies, entre guillemets, sont tirées de l'atmosphère vers le sol. Alors là, quand je parle d'énergie, pareil, hein, quand on est au printemps, on ressent bien une énergie, entre guillemets, différente de celle de l'automne. On a plus envie de sortir, on a plus envie justement d'aller travailler au jardin, de s'extérioriser, comme si nous aussi on était tirés vers l'extérieur au printemps, et à l'inverse, à l'automne, on a plus envie de se refermer sur nous-mêmes, on a moins envie de sociabiliser, on a envie de passer plus de temps chez soi. Donc ça, comment est-ce qu'on peut l'utiliser concrètement? En fait, pour le binage, il y a un dicton plutôt, qui dit « un binage vaut 2 arrosages ». Et ça, ce sera d'autant plus vrai si on fait un binage plutôt l'après-midi ou en fin d'après-midi, le soir, qui va permettre à la Terre de bien inspirer l'humidité. Et puis, aussi, un binage, ça va couper ce qu'on appelle les réseaux capillaires, donc tous les petits tuyaux, entre guillemets, qui existent dans le sol et qui permettent à l'eau de s'évaporer. Avec un coup de binage, on brise cette capillarité, et donc ça permet le lendemain matin de moins expirer l'humidité au sol. Donc un binage aux 2 arrosages, surtout s'il est fait le soir. Ça a aussi de l'importance pour les récoltes, hein.
Si on veut, par exemple, les gens qui font des plantes médicinales, qui cherchent vraiment la meilleure qualité possible dans leurs plantes médicinales, ils vont toujours récolter l'après-midi les parties aériennes des plantes médicinales parce qu'elles seront plus gorgées de vitalité par ce courant. Non, pardon, je me suis trompé. On va récolter les plantes médicinales plutôt le matin lorsqu'elles vont être gorgées par cette expiration de la terre. On va récolter les racines des plantes médicinales plutôt en fin d'après-midi lorsqu'elles seront dans le courant inverse, gorgées par la vitalité qui redescend sous terre le soir. Donc ça joue beaucoup pour les jardiniers, pour les légumes de conservation. Si on veut vraiment la meilleure conservation possible, par exemple des choux, mieux vaudra les récolter l'après-midi quand ils sont eux aussi plus gorgés de vitalité de cette expiration. Je me trompe décidément. Mieux vaudra récolter les parties aériennes comme les choux le matin lorsqu'ils seront plus gorgés par cette expiration. Mais par contre, mieux vaudra récolter les parties souterraines comme les patates par exemple le soir ou en les fins d'après-midi lorsqu'elles seront plus gorgées par l'inspiration. Donc pour les légumes de conservation, ça joue. Tout ce qu'on veut conserver, mieux vaut le récolter si c'est des parties aériennes le matin, si c'est des parties souterraines l'après-midi, et également aussi, bien sûr, en tenant compte du rythme que je vous ai dit avant. Si on veut récolter des patates, le faire en jour racine, évidemment. Si on veut récolter des choux, le faire en jour feuille, évidemment. Voilà. Donc ça nous donne, pour la petite blague, un petit argument pour faire la sieste tranquillement, aux alentours entre midi et 3 heures solaires. Dans le moment d'inversion du soleil, ce rythme n'est pas très marqué, donc mieux vaut ne pas faire des choses importantes à ce moment-là. Bon, ça, c'est plus pour la blague. Alors, je poursuis. Maintenant qu'on a bien vu le soleil montant et descendant, ce qu'on peut appeler le soleil tropique, et ben en fait, la Lune, elle reproduit ça chaque mois. Le soleil, il fait ça en un an. La Lune, elle fait ça en un mois. Donc, il y a des périodes de lune montante et des périodes de lune descendante qui sont à ne pas confondre avec les périodes de lune croissante et les périodes de lune décroissante. C'est deux choses complètement différentes. Une lune montante descendante, le cycle est de 27 jours et demi à peu près, alors qu'une lune croissante décroissante, le cycle est plutôt de 29 jours et demi. Donc, c'est ça qui est indiqué. Ah, excusez-moi, je croyais que je l'avais repris. J'avais repris le calendrier Jardinot. C'est ça qui est indiqué dans le calendrier Jardinot. Je vais revenir au début de ma... Voilà, je vais revenir ici. Ces périodes de lune descendante, elles sont indiquées dans votre calendrier par cette bande un petit peu plus foncée que vous voyez là sur les numéros des jours. Donc ça veut dire lune descendante, et quand c'est blanc, ça veut dire lune montante. Okay ? Donc lune descendante lorsque chaque soir, la lune s'élève un petit peu moins haut dans le ciel. Donc en lune descendante, c'est bien la partie souterraine des plantes qui est plus activée. Donc ce sera le moment idéal pour les repiquages. Quand on a une plante engodée, soit qu'on est allé l'acheter dans la jardinerie, soit qu'on l'a fait soi-même, c'est la même chose. L'idéal, c'est d'utiliser une période de lune descendante pour la replanter au jardin, puisque on aura une meilleure reprise des racines à ce moment-là. Donc on va essayer de combiner, si on peut, la lune descendante avec la période fruits en général, surtout les plantes fruits qu'on va d'abord avoir engodées puis qu'on va remettre au jardin. Donc par exemple une tomate, on va essayer de combiner une période fruits plus la lune descendante pour la planter directement au jardin. Un poivron, une aubergine, de la même façon. Okay ? C'est aussi un moment idéal pour apporter des engrais. Enfin, ces lunes descendantes sont le meilleur moment pour apporter des engrais organiques au jardin ou du compost. C'est là le moment où le sol va le mieux digérer les matières organiques qu'on lui apporte. Donc, tout travail du sol, et particulièrement l'apport
de matière organique, d'engrais, sera favorisée par la lune descendante. La récolte des racines aussi, hein, évidemment. Donc, un troisième rythme qu'on peut combiner. Si on veut récolter des patates qui vont se conserver au mieux, déjà il aura fallu cultiver ces patates au maximum en période racine. Ensuite, il aura fallu les récolter lorsque le soleil est descendant, hein, au mois de juillet passé, donc ça c'est de toute façon OK. L'après-midi ou en début de soirée quand le soleil est descendant de la journée. Et puis, on peut aussi combiner la lune descendante. Et là, on aura combiné tous les rythmes qui peuvent nous offrir le maximum de vitalité et de conservation, du coup, par exemple aux patates ou aux carottes, etc. La taille des arbres aussi, hein, surtout si on va faire des tailles, comme on dit, en verre, quand la sève circule, quand les arbres ont leurs feuilles, pour que justement les arbres perdent le moins de sève possible, on va plutôt le faire la taille en période de lune descendante, ce qui permet qu'il y ait moins de circulation de sève et moins de perte de sève. Mais aussi les tailles d'hiver, plus classiques, hein, c'est meilleur pour la vitalité de l'arbre de les faire en lune descendante. Donc là, on va essayer de combiner plutôt les jours fruits, puisqu'en général, si on parle d'arbres fruitiers, mieux vaut combiner les jours fruits et les périodes de lune descendante pour tailler ces pommiers, ces poiriers, etc., etc. À l'inverse, en lune ascendante, c'est la partie aérienne des plantes qui est le plus activée, qui est on va dire, le plus gorgée d'énergie vitale. Et donc, ce sera le bon moment pour récolter les fruits de conservation, hein, les pommes, les poires, etc., qu'on aura envie de conserver pendant longtemps, ou même les courges, hein, qu'on aura envie de conserver pendant longtemps, ou même les dernières tomates qui ne sont pas encore tout à fait mûres, si on veut les faire mûrir. Mieux vaudra le faire en lune ascendante, donc les récolter en lune ascendante, et puis toujours en combinant avec la période racines, feuilles, fleurs, fruits. C'est aussi les meilleurs moments, la lune ascendante, pour prélever des boutures. Donc on peut couper les boutures sur les arbres fruitiers en lune ascendante, mais par contre, on va les replanter plutôt en lune descendante, puisque là, à ce moment-là, on voudra qu'elles fassent des racines. Pour le greffage, couper les greffons et greffer, pareil, on va plutôt choisir des périodes de lune ascendante. Et si on fait ça sur des arbres fruitiers, des périodes de lune ascendante plus des périodes fruits. Si on fait ça sur des arbres d'ornement, pour les fleurs, on va plutôt faire ça en lune ascendante et en période fleurs, du coup. Par contre, le semis, moment où on veut à la fois que la graine germe vers le ciel et puis s'enracine vers la terre, c'est du coup assez indifférent. On peut semer indifféremment en lune montante ou en lune ascendante, puisqu'on veut privilégier autant le courant montant que le courant descendant. Donc on n'a pas remarqué de différence majeure entre les semis faits en lune montante ou en lune descendante. Voilà, donc ça c'est un rythme important. Un autre rythme qui est le plus connu, donc ce qu'on appelle synodique. Donc ça, c'est des relations de position entre la Terre, la Lune et le Soleil. Donc à peu près 29,5 jours hein, pour que la Terre pour que la Lune, la Terre et le Soleil retrouvent des places équivalentes dans le ciel. C'est un petit peu plus long que juste le tour de la Terre par la Lune, hein, puisque le Soleil se déplace aussi, donc il faut un petit peu plus de temps à la Lune pour le rattraper. Donc nouvelle lune, en fait, c'est une conjonction Terre-Lune-Soleil. Pleine lune, c'est une opposition Terre-Lune-Soleil, très simplement. Hein, puisque en nouvelle lune, en fait, le Soleil éclaire la face cachée de la Lune depuis la Terre. En pleine lune, le Soleil éclaire la face visible de la Terre depuis le Soleil. Donc c'est en fait des conjonctions et des oppositions. Conjonction, c'est la nouvelle lune. Opposition Terre-Lune-Soleil, c'est la pleine lune. Donc ce rythme-là, sur le petit schéma là à droite, vous voyez, c'est la petite astuce pour voir si la Lune elle est montante ou descendante. Si on arrive à former un D, ça veut dire qu'elle est décroissante. J'ai fait moi-même l'erreur. Elle n'est pas descendante, elle est décroissante. Hein. Donc c'est deux choses différentes. Si vous arrivez à rajouter une barre et que vous formez un D, c'est que la Lune est décroissante.
Donc, ce qu'on a remarqué dans les différentes expérimentations faites dans le monde de la biodynamie, c'est que la pleine lune, elle est particulièrement en rapport avec l'élément eau, et que les semis 2 jours avant la pleine lune, ils vont vraiment favoriser une bonne levée de la graine, une germination assez rapide, au final une croissance assez rapide aussi, surtout dans les premiers jours, puis au final peut-être un rendement un petit peu meilleur. Mais par contre, ce lien entre la lune et l'eau, il va aussi favoriser le développement des maladies, et particulièrement des maladies de champignons, donc ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques. Ces plantes semées 2 jours avant la pleine lune, elles pourraient avoir une belle croissance, mais peut-être une moins bonne résistance aux maladies cryptogamiques. Donc, il faut se méfier avec les plantes sensibles, et il faut se méfier surtout si on est déjà sur un sol qui porte bien ses forces de croissance, un sol riche en matière organique, avec de l'argile et tout, donc un sol bien poussant. On va éviter peut-être d'utiliser en plus ce rythme de pleine lune. On ne va pas semer lors des pleines lunes, parce que là, on va avoir trop d'influences lunaires, en fait. Et ces influences lunaires qui sont celles qui font pousser les plantes, mais qui les rendent, pour le coup, moins résistantes aux maladies cryptogamiques. Donc, dans la même idée, si on utilise du cuivre, par exemple, au jardin, ou des tisanes de plantes, des décoctions de prêle ou quoi, pour soigner les plantes, pour les protéger, les renforcer par rapport aux maladies cryptogamiques, eh ben, on peut viser les jours qui précèdent la pleine lune, entre 5 jours avant la pleine lune jusqu'à la pleine lune, pour faire ces traitements-là. Ils seront plus efficaces parce que c'est les moments justement où les micro-organismes, les champignons en particulier, sont le plus stimulés. Voilà. Après, pour Maria Thun, que j'ai cité au début, ce rythme n'a pas énormément d'importance, mais voilà, il y a eu d'autres recherches ensuite qui m'ont montré ce que je viens de vous dire. Donc sur le calendrier Jardinot, je reviens encore en arrière du coup pour le voir. Sur le calendrier Jardinot, comme dans tous les calendriers finalement, les nouvelles lunes sont montrées en noir, et les pleines lunes sont montrées en blanc. Voilà, là en bas, le 29 janvier par exemple, et en dessous vous avez l'heure précise de l'événement, puisque c'est un événement astronomique, une conjonction ou une opposition, donc une conjonction pour les nouvelles lunes, une opposition par les pleines lunes, et on peut donner une heure précise de cet événement. Maintenant, je vais rentrer, je reste un peu sur cette diapositive, je vais rentrer là pour encore quelques minutes qui nous restent, dans l'explication de ce que sont les périodes défavorables qui sont indiquées du coup en violet, là dans le calendrier Jardinot. Il y a des moments où les expériences sont montrées, selon des phénomènes cosmiques, qu'il y a des mauvais résultats sur les semis qu'on fait à ce moment-là. Ces moments, ils sont surtout liés aux nœuds lunaires et planétaires. Donc, je vais vous expliquer rapidement essayer de vous expliquer rapidement ce qu'est un nœud, en revenant à mon diapositive d'avant. Donc, vous voyez sur cette illustration, on considère que le Soleil tourne autour de la Terre, puisque c'est l'impression qu'on a quand on est sur Terre. Donc c'est comme ça ce qu'on appelle le modèle géocentrique. C'est ce que représente cette illustration-là. Et donc le Soleil dans sa rotation autour de la Terre, mais ce serait pareil, enfin c'est réellement, effectivement, avec la capacité d'abstraction qu'ont les hommes, on peut se dire qu'on regarde comme si on était en dehors du système solaire, et là, on verrait effectivement la Terre tourner autour du Soleil, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand on est sur Terre, on a vraiment l'impression, et les plantes, elles ne peuvent que ressentir, entre guillemets, les choses, que de cette façon-là, c'est-à-dire, quand on est sur Terre, on a l'impression que le Soleil tourne autour de nous, quoi. Donc le Soleil, dans sa rotation autour de la Terre, il marque un plan qui est en jaune, là, marqué par la ligne jaune, ça s'appelle le plan de l'écliptique. Et la Lune, quand elle tourne autour de la Terre, elle va aussi tourner, mais sur un autre plan. Vous voyez, là, c'est marqué par la ligne grise. Et il y a une différence de quelques degrés entre ces deux plans, 5 degrés, ce qui veut dire que 2 fois par mois,
donc 2 fois lors de sa révolution autour de la Terre, donc 2 à 3 fois par mois civil. On a un nœud ascendant lorsque la Lune elle monte et qu'elle croise le plan de l'écliptique, donc le plan de rotation de la Terre autour du Soleil, et un nœud descendant lorsque la Lune va croiser le plan de l'écliptique, le plan de l'écliptique de l'autre côté, donc dans son mouvement plutôt descendant. Et ça, en fait, c'est très lié aux éclipses, parce que pour qu'il y ait une éclipse de Soleil, par exemple, il faut qu'à la fois on ait une nouvelle Lune, donc une conjonction Terre-Lune-Soleil et un nœud lunaire. Et dans ce cas-là, le disque de la Lune va venir masquer le disque du Soleil. À l'inverse, si on a une opposition Terre-Lune-Soleil, c'est-à-dire une pleine Lune et aussi un nœud lunaire en même temps, là, c'est la lumière, donc le Soleil il serait ici, là, et la Lune, elle serait là, et donc c'est l'ombre de la Terre qui est projetée sur la Lune, et on a une éclipse de Lune. Donc nœud et éclipse sont très liés, en fait. Chaque nœud, c'est un peu une possibilité d'éclipse. Et depuis tout temps, hein, les éclipses sont ressenties comme des événements perturbateurs de la vie sur Terre, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est ces phénomènes de nœuds qui entraînent des perturbations majeures et qui sont marquées comme période défavorable. Il y a les nœuds lunaires, mais il y a toutes les planètes, en fait, lors de leur rotation autour du Soleil, on va dire, elles vont aussi couper le plan de l'écliptique et former des nœuds. Et on peut aussi avoir des occultations de planètes par la Lune ou par le Soleil, donc des éclipses de planètes finalement. Et donc tous ces moments sont défavorables, et c'est ça en particulier qui sont décrits par ces moments en rose dans le calendrier Jardino. Et c'est presque terminé, je vous rassure. On a encore un autre rythme qui est assez influent, c'est celui de périgée et d'apogée. Donc la Lune tourne autour de la Terre, mais pas en formant un cercle parfait, en formant une petite ellipse, et donc il y a une ellipse légèrement aplatie, c'est ça que je veux dire. Et donc il y a un moment, un jour, disons, du mois où la Lune est le plus proche de la Terre, c'est ce qu'on appelle le périgée, et un jour du mois où la Lune elle est le plus loin de la Terre, c'est ce qu'on appelle l'apogée. Et là encore, par comparaison avec le Soleil, par analogie avec le Soleil, on peut dire chaque jour de périgée, c'est comme un plein hiver lunaire, puisque, en tout cas dans notre hémisphère, c'est en hiver que le Soleil est le plus près de la Terre. Et chaque jour d'apogée, c'est comme un plein été lunaire, c'est comme la Saint-Jean lunaire, puisque c'est au moment de la Saint-Jean que... Donc la Saint-Jean, on pourrait dire aussi le solstice d'été. Hein. C'est au moment du solstice d'été que le Soleil est au plus loin de la Terre. Voilà, c'est au moment du solstice d'été dans notre hémisphère que le Soleil est le plus loin de la Terre. Donc ces deux moments-là sont assez perturbateurs aussi. Les expériences ont montré que les semis faits en périgée, ils vont avoir du mal à germer, les plantes vont être vraiment perturbées et puis elles vont être plus sensibles aux maladies. Les plantes semées en apogée, elles auront la volonté de monter à fleurs, un peu comme si on semait en période fleurs, mais dans un équilibre moins bon pour la plante. Donc ces deux jours-là, ils sont aussi notés comme défavorables dans le calendrier Jardino. Quelques illustrations, donc des photos issues des travaux de Maria Thun. Donc là, en haut à gauche, vous avez des patates à la sortie de l'hiver. Celles qui n'ont pas germé, elles ont été bien travaillées en période racine, bien récoltées, comme je vous l'ai dit, en période de lune descendante, en période racine, et plutôt l'après-midi. Et les autres, on a fait tout l'inverse, on les a plantées, on les a binés, etc. On les a butées en période feuille, on les a récoltées en période feuille lors de la lune montante, et là on voit qu'elles ont beaucoup plus tendance à développer leurs germes et à moins bien se conserver. Sur la photo avec les salades semées en Verseau, donc Verseau, constellation d'air-lumière, donc période fleurs, on voit que les salades elles vont bien moins paumer,
Et par contre, celles semées en poisson, donc constellation d'eau, donc période feuille, elles vont bien fructifier dans leurs feuilles, elles vont faire une belle pomme bien dense. Donc ça, c'est des petites expériences qu'on peut faire facilement au jardin, hein, puisque les périodes feuilles succèdent aux périodes fleurs. Vous pouvez semer à quelques heures d'intervalle en période fleur des salades, et puis 4-5 heures après, semer en période feuille de nouveau des salades et observer la différence, si vraiment il y a une différence de croissance. Parce qu'en 4-5 heures, il y a peu d'autres conditions qui changent, donc c'est quand même assez valable comme expérience. En bas, on a les choux raves. Maria-Toun, elle aimait bien les choux raves. Elle trouvait que ça répondait bien au rythme cosmique. Donc là, le premier chou rave semé en scorpion, donc période feuille. Un beau chou rave bien rond. Avec le chou rave, hein, c'est vrai que c'est pas très connu dans la France de l'intérieur, si vous me permettez. En Alsace, on dit ça. On en cultive pas mal en Alsace, mais c'est vrai que les jardiniers ne connaissent pas forcément ça, les jardiniers français. Ça pousse pas sous terre, hein, c'est pas une racine, c'est un renflement de la tige au-dessus du sol. Donc c'est un légume feuille. Donc voilà, le premier semé en période feuille, un beau chou rave bien rond, bien juteux. Le deuxième semé en période fruit, devant le Sagittaire. Là, il se déforme un peu, il devient plus fibreux. Semé en période terre, devant le Capricorne. Là, il devient sensible aux maladies cryptogamiques, il y a de la tavelure qui l'attaque. Et semé en période fleur, devant le Verseau. Là, il est complètement déformé. Il est très fibreux et très peu agréable à manger finalement. Et puis la dernière petite illustration, voilà, des mêmes choux raves, hein, semés lors d'un nœud de Mercure. Et là, on voit que ces choux raves sont complètement déformés. Donc, bien sûr, hein, sur une planche de culture, même si on a respecté les bonnes, si on sème 50 choux raves, même en respectant les bonnes dates, on en aura peut-être un ou deux sur la planche qui va être déformé. Mais si on le sème en nœud ou si on le sème en période racine, eh ben, il y aura beaucoup plus de choux raves, en l'occurrence, qui seront mal formés. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Si vous voulez nous recontacter au MABD ou me recontacter personnellement, là, vous avez mon téléphone, mon adresse, et puis notre site internet, hein, bio-dynamie.org. Je pense qu'il y a un petit peu de temps pour un des échanges ou des questions maintenant. Oui, merci beaucoup. Ah oui, pardon, excuse-moi, Muriel. Je prends la parole, je t'en prie. Merci Gauthier, c'était hyper intéressant. C'était une bonne introduction au sujet, je pense qu'il était déjà assez dense. C'est un sujet qui est tellement vaste. Donc merci à tous ceux qui sont encore là et qui se sont accrochés. J'ai regardé les questions dans le chat et la plupart tournaient autour de ce que tu abordais un peu en dernière slide. S'il y a eu des études, quels ont été les protocoles pour vérifier justement la différence, ce que tu nous as montré à la fin. Et il y a une autre question aussi qui est plusieurs fois revenue sur est-ce que des agriculteurs ou des maraîchers utilisent cette méthode? Quelle est la proportion et en fait pourquoi elle n'est pas plus développée? Donc j'imagine que les deux questions sont un peu entremêlées. Oui, tout à fait. Alors, des études scientifiques sur le sujet, vraiment menées avec une analyse statistique dans les canons de la science actuelle, finalement, il n'y en a jamais qui ont été menées. C'est un petit peu dommage. Bon, nous, en tant que mouvement d'agriculture biodynamique, on n'a pas les moyens. C'est des études qui demandent beaucoup de moyens. On n'a pas les moyens de mener ce genre d'études. Par contre, on a les retours d'expérience. C'est là-dessus qu'on se base et pour laquelle on est très confiant de la réalité de cette chose-là. Mais voilà, scientifiquement, ça n'a été que rarement
que peu étudié, voire pas du tout étudié. Après, il faut voir aussi que pour les scientifiques, il n'y a pas du tout de modèle explicatif là derrière. Hein. Pour un scientifique, les constellations du zodiaque, ça n'a aucune réalité, ça vient juste de l'imagination des hommes. Donc voilà, ils se mettent aussi pas dans l'embarras à sortir des résultats qu'ils ne pourraient pas expliquer. Je peux quand même citer une recherche qui a été faite par Ernst Zürcher, donc c'est un forestier suisse, un ingénieur forestier suisse, qui a beaucoup travaillé la question des rythmes cosmiques, mais du coup plutôt avec les arbres. Et il a, lors d'une grande étude où il a battu plus de 600 arbres au cours d'un hiver, montré des différences statistiques notables entre, dans les propriétés dans la façon dont le bois va sécher, comment il va se rétracter au cours du séchage, et puis ses qualités après séchage. Voilà, il a pu faire des groupes en fonction des dates d'abattage et qui correspondaient à ces périodes racines, feuilles, fleurs, fruits. Et ça a été publié dans une revue scientifique à comité de lecture. Voilà, c'est le seul résultat dans ce sens-là qui ait jamais été publié dans une revue scientifique. Après, il faut voir aussi que plus on fait un jardinage écologique, plus le sol est vivant, plus on utilise des variétés traditionnelles, pas des hybrides, et plus on aura de réactions à ce genre de choses si subtiles. Hein. C'est pas avec des hybrides F1 nourris aux engrais chimiques qu'on va avoir une intelligence entre guillemets de la plante qui va pouvoir capter ces influences-là. Il faut que ce soit quand même une agriculture naturelle, je dirais, pour que la plante soit sensible. Est-ce que c'est très utilisé? Alors, évidemment, dans le cahier des charges de la biodynamie, on n'impose pas ça, hein, parce que c'est pas possible, surtout quand on est maraîcher professionnel. Hein, vous avez bien vu, on va pas. La première chose, ça me permet de dire ça, qui est quand même très très important, que j'aurais dû peut-être dire en tout premier, c'est que la première chose qui guide les travaux agricoles, c'est la réalité de la météo et de l'agronomie. Hein. On va pas aller travailler son sol alors qu'il est complètement détrempé, parce que, soi-disant, c'est un bonjour cosmique. Hein. La première des choses, c'est les réalités terrestres. Après, ça peut être un petit plus, ces rythmes cosmiques. Donc, pour les jardiniers qui ont plus de latitude que les maraîchers, je dirais, c'est très intéressant. Et les maraîchers l'utilisent, mais voilà, pas systématiquement, et vont surtout faire attention à des grosses opérations, disons. Peut-être s'ils vont semer 300 godets de tomates pour remettre dans leur serre plus tard, là, ils feront attention à le faire effectivement un jour fruit. Mais voilà, après, il y a les contraintes du quotidien, une exploitation maraîchère, c'est pas facile à gérer, donc voilà, c'est pas ce qui passe en premier, évidemment. Donc voilà pour ces deux questions. Mais il faut aussi, même quand on est jardinier, hein, il ne faut pas oublier que même si on est amené à semer pas au bon moment cosmique, par exemple ces carottes, on va les semer un jour fruit, parce que voilà, c'est comme ça, c'était le jour où on avait le temps, où il faisait beau, etc. Et après, quand on revient pour désherber, on peut là, par contre, utiliser un jour racine, et on va réorienter dans le bon sens ce processus, quoi. Le processus de formation de la racine. Voilà, donc on peut rattraper, c'est ça que je voulais dire, des mauvaises impulsions de départ par des actions ultérieures de taille, de désherbage, de butage, etc. Merci beaucoup pour ta réponse. Ça rebondit un peu avec une remarque. Et après, Margot, je te laisse la parole pour les personnes qui voudraient éventuellement poser des questions directement. C'était comment démarrer justement avec le calendrier lunaire. Et je pense que tu as bien répondu en disant qu'il ne faut pas se mettre trop la pression, je pense, dès le début, que ce n'est pas un cahier des charges strict, mais plutôt un outil comme on a d'autres outils au jardin. C'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. Hein, ça peut. Alors, ça dépend des gens, mais il y a des gens qui le prennent vraiment comme un guide, qui vont se dire aujourd'hui, ces périodes fruits, et voilà, je vais du coup m'occuper de mes plants de fruits au jardin. Aujourd'hui, ces périodes racines, je vais plutôt m'attacher aux périodes racines. Et puis, voilà, après, évidemment, hein, si on sème des carottes en période feuille, elles vont quand même germer, elles vont quand même pousser. Donc, il ne faut pas non plus s'en faire un monde, mais c'est vraiment c'est le petit supplément qui peut aider à avoir des plantes un peu plus fortes, un peu plus saines, et puis un peu plus de meilleur goût, etc. quoi. Donc on démarre vraiment avec ce qu'on peut, mais la compréhension de base, elle est assez facile, quoi.
Oui, donc si vous voulez aussi poser des questions directement à l'oral, normalement, il y a un petit onglet lever la main. Donc, n'hésitez pas non plus. Et on pourra vous donner la parole. Alors, en attendant, si les participants veulent lever la main, j'ai Joanne aussi qui demande si on peut prévoir les périodes de pluie ou de sécheresse. Alors là, j'imagine qu'on touche aussi à la météo et au climat. Oui, effectivement, bah là, je ne peux pas expliquer en détail, mais c'est une particularité de. Donc, tous les calendriers lunaires et planétaires, ils sont basés sur ce que je viens de vous dire, hein. Ils ont tous un peu repompé, je pourrais dire, l'approche de la biodynamie. Mais la spécificité de notre calendrier, c'est vraiment d'accorder une importance, enfin, de proposer justement cette approche météorologique. En fonction de la position de toutes les planètes devant les constellations, on peut plus ou moins anticiper la météo. Euh, donc je me mouille un peu, et c'est le cas de le dire, hein. Ce qu'on a prévu cette année, c'est que le mois de là, à partir des prochains jours, en tout cas à partir du 17-18 mars, et ce pendant un mois, on a des très très fortes influences d'eau, donc on risque d'avoir voilà, pas mal de... enfin, en tout cas des ciels bas, pas forcément beaucoup de pluie, mais une ambiance très humide, quoi. Voilà. À voir si ça se confirme. Ce qui devrait sans doute aussi nous protéger du coup des gelées tardives qui nous embêtent tant là autour de mi-avril, avec cette forte influence de l'élément eau, avec ces ciels couverts. On devrait certainement éviter les gelées cette année. Donc voilà, je dis ça, mais on n'est pas non plus Madame Irma, et c'est sujet à caution toujours, hein. C'est un axe de recherche, on va dire. Oui, je vois qu'on a une question de Jacques. Alors, je vais t'ouvrir le microphone. Hop. Et normalement, c'est bon. Voilà, ça y est, c'est bon. On m'entend. Bonjour. Bonjour et merci pour cette conférence qui est très passionnante. Moi, ce que je voulais demander, c'est qu'on parle effectivement des constellations et des semis, etc. Mais est-ce que l'on ne commence pas, avant les semis, par s'occuper des constellations lorsque l'on cultive la terre, lorsqu'on tourne la terre, en fin de compte? Parce qu'on va préparer la terre pour, je vais dire, des légumes fleurs ou des légumes fruits, et ça ne va pas correspondre à la même périodicité, que pour faire des légumes racines, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis? Parce que je m'embrouille un petit peu, j'ai pas l'habitude de ça. Oui, non, votre question, elle est très très sensée, et j'aurais dû le signaler. Effectivement, si on a l'habitude de préparer son sol un peu avant de semer, eh ben, on essaye d'utiliser la bonne période aussi en fonction de la culture qu'on va implanter derrière, quoi, hein. Faire le lit de semence, c'est aussi une opération, aussi une opération importante, parce que le sol est sensible aussi à ces influences cosmiques. Donc, après, vous voyez, en général, enfin, souvent les influences, elles durent 3 jours, donc on peut faire préparer son sol la veille et puis semer le lendemain. Euh, et à plus long terme, par contre, voilà, si dans sa pratique on va bêcher à l'automne, là c'est pas, voilà, là on va pas prendre ça en compte parce qu'il y a beaucoup de temps qui se passe jusqu'au printemps. Mais quand on va réaffiner la terre au printemps juste avant de semer, Voilà. là on en tient compte, quoi. Là, juste réaffiner au dernier moment pour pouvoir correspondre au cycle de culture que l'on va établir. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Merci. On peut peut-être prendre une dernière question avant de raccrocher. On a un petit peu dépassé le temps, comme le sujet est passionnant. Donc, si quelqu'un a une dernière question euh, pour Gauthier, sinon on va pouvoir conclure cette soirée. Moi, bon, du coup, j'ai une dernière question dans le chat. Est-ce qu'on peut déterrer des carottes semées dans une mauvaise période pour les replanter en période racine? Voilà, non, là, ça va trop perturber la plante, hein.
non, je pense pas que ce soit une bonne idée de déterrer une carotte pour la replanter. Mais par contre, comme je le disais, vous pouvez venir désherber un jour racine, et puis vous pouvez récolter un jour racine, et là, vous aurez déjà un petit rattrapage. Mais respecter le cycle de la plante, c'est le premier impératif, hein. Ouais. Donc non, on ne va pas déterrer pour réenterrer. Par contre, alors peut-être je dépasse un peu, mais c'est question de déterrer pour replanter des carottes, ça fait penser aux personnes qui vont cultiver des graines. Effectivement, pour faire des graines, on va cultiver la carotte toute la saison en période racine, et une fois qu'on a choisi son porte-graine, là on va la déterrer avant l'hiver, plutôt en période fleur, et puis au printemps suivant, on va la réenterrer en période fleur, et là, elle va bien monter à graines et avoir le maximum de production de semences, quoi. Voilà. Super. Bon, je pense qu'on peut conclure du coup la soirée et cette webconférence. Donc, merci à toi, Gauthier. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. On était à peu près 90, donc ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous proposer des événements. Ainsi, nous vous enverrons la présentation de Gauthier en PDF, et vous aurez aussi le replay de la conférence qui sera disponible si tout se passe bien sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous partagera tout ça. Et dernière petite info, si je peux encore user de votre temps, ce serait de vous parler des journées de rencontres que Jardino organise d'avril à juin. Donc, on a envoyé une communication il n'y a pas longtemps. On vous propose de nous rencontrer dans 10 villes de France. Donc, d'avril à juin, on va commencer par Lyon, finir par Paris. Et on a essayé de passer par à peu près toutes les régions de France. Et ce seront des moments pour discuter, pour construire ensemble des projets qui sont liés au jardinage éco-responsable principalement. Et aussi comment rendre le jardinage le plus accessible possible pour tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes déjà bénévole, non bénévole, si vous êtes adhérent, non adhérent, si vous êtes adhérent du MABD et que vous êtes curieux aussi de découvrir Jardino, n'hésitez pas, on accueille vraiment tout le monde, et on pourra vous mettre aussi le lien d'inscription avec l'envoi de la conférence de ce soir. Voilà. Très bien, merci encore à tous, et puis n'hésitez pas à visiter notre site internet pour en apprendre un peu plus sur la biodynamie en général. Merci à tout le monde, merci Gauthier, et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints, c'était très intéressant. Bonne soirée. Au revoir.